Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois, et j'en suis ravi, Bénédicte Vergès-Chénion pour l'ouvrage Crimes contre l'humanité, les procès Barbier, Touvier, Papon chez Passé Composé. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Quel beau livre. D'abord, il est beau parce qu'il y a énormément d'iconographie, il y a des documents, il y a beaucoup de choses, ça c'est très bien. Et il revient donc sur les trois grands procès qui, entre 1987 et 1998, ont marqué la redécouverte, je peux le dire comme ça, des crimes commis sous l'occupation et la collaboration, ceux de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon. Vous avez fait une introduction très dense, vous retracez la genèse, on va dire tourmentée, du principe du crime contre l'humanité. J'ai envie de commencer par là. C'est quoi le crime contre l'humanité ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, c'est un peu une espèce de fourre-tout. Alors, c'est une introduction qui est très dense et pourtant, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai résumé les étapes d'un concept juridique qui, en 80 ans, a eu déjà une histoire très tourmentée au niveau international et en France aussi. Donc, la notion de crime contre l'humanité, elle apparaît vaguement autour des conventions de La Haye, au début du XXe siècle, entre les deux guerres, par exemple. C'est mentionné, pas exactement sous cette appellation, mais on comprend que c'est ça, au moment du génocide des Arméniens en 1915. Et puis, c'est une notion qui va être définie formellement pour la première fois au niveau international par les juristes qui préparent le procès de Nuremberg, c'est-à-dire le procès des hauts responsables du nazisme qui sont encore en vie à la fin de la guerre. Il va y avoir un film d'ailleurs qui va sortir très prochainement. Oui, puisque nous sommes à l'anniversaire au mois de novembre, nous serons à l'anniversaire des 80 ans des débuts du procès de Nuremberg. Et donc à ce moment-là, il y a à Londres des juristes essentiellement anglais et américains qui se mettent d'accord pour définir la différence entre les crimes de guerre, qui étaient bien connus et mieux identifiés, et les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, pour faire simple, à ce moment-là, c'est de s'en prendre à des populations civiles dans leur ensemble à cause de leur religion, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur statut, et de les tuer, mais aussi de les réduire en esclavage ou de leur imposer des conditions de vie inhumaines. C'est un ensemble de... Voilà, c'est un ensemble avec une définition là que je résume, car elle est déjà assez sophistiquée. Et en tout cas, voilà la notion telle qu'elle est mise en œuvre au procès de Nuremberg. En 1964, en France, des parlementaires s'avisent que les crimes de guerre, au même titre que les assassinats, toutes sortes de crimes, vont être prescrits par la loi française, puisque au bout de 20 ans, les crimes sont prescrits. Et ils s'inquiètent de voir des Allemands et d'autres qui auraient commis des crimes particulièrement atroces profiter de cette prescription pour, je dirais, arriver comme des fleurs à partir de la deuxième moitié des années 1960. Et pardon, qu'on comprenne bien, prescrit, ça veut dire une sorte un oubli. Un oubli voilà, juridique. C'est-à-dire on ne peut plus être poursuivi, même s'il est avéré qu'on a commis ces crimes. Voilà. Et donc, au mois de décembre 1964, une majorité se met d'accord au Parlement pour adopter l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que même si plus de 20 ans s'est passé depuis la commission des faits ou depuis qu'il y aurait eu un jugement entre-temps, eh bien, on pourra continuer à poursuivre ces crimes contre l'humanité. Mais c'est juste un petit article de loi qui dit
les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et il n'y a pas de définition autre que telles qu'elles sont mentionnées dans le statut du tribunal international de Nuremberg. Et puis, voilà, le cas ne se pose pas et la loi reste en état. Elle n'est pas intégrée au code pénal, exact, au droit français. Et puis, en 1972, éclate le premier scandale. Paul Touvier, voilà quelqu'un dont les crimes sont prescrits et qui a obtenu une grâce pour les peines accessoires. Alors, les peines accessoires, c'est la confiscation des biens ou les interdictions de résider dans certains départements. Le fisc étant ce qu'il est, ça n'était pas prescrit, les confiscations voilà, de biens. Mais grâce à ça, émerge auprès du public cette affaire Paul Touvier. Voilà un homme qui a été un responsable du service de renseignement de la milice pour la région de Lyon, qui a commis des crimes et qui va s'en sortir en ayant échappé à la justice pendant presque 30 ans. Et à ce moment-là, des hommes politiques, des parlementaires qui sont souvent des anciens de la Résistance ou de la France libre, se disent « mais si on utilisait la loi sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité pour mettre Touvier en accusation ». Et alors là, vraiment, je vous économise les étapes, Richard, parce qu'il faudra beaucoup d'étapes devant les différentes juridictions françaises, mais aussi des consultations auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire entrer une définition du crime contre l'humanité dans le droit français. Voilà, qui va connaître aussi des rebondissements au cours des 3 procès Barbie, Touvier, Papon, et qui est maintenant stabilisé et entré dans le code pénal. Il y aurait eu Bousquet s'il n'avait pas été assassiné dans votre livre ? Probablement. Oui, probablement, s'il avait vécu jusqu'à son procès. Normalement, c'est vrai que l'instruction était déjà bien avancée. Il y aurait pu y en avoir d'autres qui sont morts en cours de route, d'autres hauts fonctionnaires du régime de Vichy. J'ai oublié de le dire, mais ce livre est d'après les films de Gabriel Le Baumin, de Valérie Rançon-Ingal et Antoine Demeaux qui ont été diffusés et qui sont donc, vous me disiez, hors antenne, toujours disponibles en fait. Voilà, ce sont les documentaires qui sont passés sur France Télévisions et qui, si je ne me trompe pas, sont revenus sur la plateforme de France Télévisions. Alors, pourquoi un livre après ces documentaires qui ont rassemblé quand même 8 millions de téléspectateurs? Eh bien, parce que justement, ils sont tellement denses et ça va tellement vite que nous nous sommes rendus compte qu'après coup, les téléspectateurs avaient beaucoup de questions. De questions de droit, mais aussi de questions de détails. Et voilà. Et aussi le fait que dans les documentaires, il y a un certain nombre d'archives très importantes dans l'accusation, dans le déroulé des procès, qui apparaissent à l'écran, mais qu'on n'a pas forcément le temps de lire et tout le monde ne fait pas un arrêt sur son ordinateur. Donc, nous montrons dans le livre précisément certains de ces documents très importants. Qui sont vraiment effectivement très très importants, notamment les journaux intimes, enfin intimes entre guillemets, de Touvier, qui tient des télé, cahiers absolument délirants d'auto-apitoiement, d'antisémitisme, d'injures. Enfin, c'était quelqu'un qui avait inventé les réseaux sociaux dans leur pire aspect sur ses cahiers personnels. C'est juste pour lui, mais effectivement. Voilà, tout à fait. On peut se demander et donc, on montre sur 2 fois 2 doubles pages ces cahiers qui ont été
ouvert, les scellés ont été ouverts lors du procès à la demande des avocats des parties civiles. Et le président a commencé justement à lire certains extraits extrêmement antisémites. Et Touvière a répondu « Oh, mais c'est rien, je faisais ça pour m'amuser. » Et son avocat dit « Mais bon, vous tombez sur quelque chose comme ça, mais ça ne veut rien dire. Qu'à cela ne tienne, dit le président du tribunal qui continue à feuilleter et en trouve d'autres encore et encore. Voilà, et qui dit donc, statistiquement, il doit y en avoir beaucoup, puisque je ne choisis pas. Sur les deux doubles pages, il y en a quand même beaucoup. Oui. Ça pose plein de questions après sur j'y reviendrai dans la discussion, mais quand même, c'est des cahiers personnels, en fait, et que ça... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions sur la vie intime, la vie numérique, sur ce qu'on a le droit de se dire, de ne pas dire. Ça pose plein de questions. Alors ça, en fait, dans le cas de Touvier, ça renvoie à plein de choses très passionnantes. Déjà, voilà un homme qui se présente comme un proscrit en cavale pendant des décennies et qui, en même temps, a été, toute sa vie, l'archiviste de lui-même. Là, nous parlons de ses cahiers / journal intime. Mais alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est la seule personne que je connaisse qui établisse régulièrement des chronologies de sa vie. C'est vraiment l'archiviste de lui-même en même temps que de sa cause. Et donc, il se promène dans ses cavales avec ses archives. Il en a caché un certain nombre dans des communautés religieuses traditionnalistes et complaisantes. Et quand il est arrêté en 1989, ses affaires, ses dossiers sont saisis par la justice et sont joints à son dossier d'instruction. Ces dossiers-là s'y trouvent encore dans ce dossier d'instruction et Touvier et sa famille ont été déboutés quand ils ont fait une demande à la justice pour récupérer ces documents. Donc effectivement, ils ont perdu le statut de documents intimes ou littéraires, pour être des pièces de justice. Or, depuis l'année dernière, ces pièces de justice, comme celle du procès Barbie, comme celle du procès Papon, sont ouvertes librement à la communication en tant qu'archive publique. C'est intéressant, ça, effectivement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la relecture de ces audiences Alors, déjà, j'étais quelqu'un qui avait lu les transcriptions écrites des audiences à une époque où c'était beaucoup plus compliqué d'avoir accès au filmage de ces procès. Et ça n'est pas du tout le même rendu. Bien entendu, à la lecture de l'écrit, justement, vous avez tous les détails, vous pouvez reconstituer. Mais ce qui est tellement frappant quand on voit les films, donc l'intégralité des procès tournés en temps réel, c'est que on sent l'atmosphère, on voit les comportements, on voit les mimiques. C'est particulièrement frappant lorsque j'ai eu l'occasion d'assister à des projections sur grand écran du documentaire. Eh bien, dans la salle, les gens réagissaient quand ils voyaient Touvier lever les yeux au ciel, Barbie avoir un petit rictus, Papon s'agacer. Mais ce qui ne se voit pas dans la retranscription. Absolument, ça ne se voit pas dans la retranscription. Et je ne suis même pas sûre que si vous êtes dans la salle d'audience physiquement, vous voyez autant. Parce que le dispositif des caméras, donc ce sont des caméras fixes. Plan large. Mais il y en a dans plusieurs endroits dans la salle du tribunal.
Et donc, on est susceptible de voir non seulement l'accusé, les premiers rendus publics, les avocats, le procureur, la cour, les témoins, bien entendu. Voilà. Et parfois, les plans sont suffisamment larges pour que vous puissiez voir à la fois le témoin en train de parler, en train de déposer, et l'accusé qui réagit. Voilà. En même temps, bien sûr, dans le documentaire, tout n'est pas montré en intégralité, puisque ça représente des centaines d'heures à chaque fois de procès. Il y a eu presque 3 mois pour Barbie, 6 semaines pour Touvier et 6 mois pour Papon. Pour Papon, évidemment. J'ai oublié de préciser que vous êtes historienne et grande spécialiste de l'occupation en France et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas neutre que vous soyez là pour ce livre, évidemment. Quelle différence vous faites entre l'histoire judiciaire et l'histoire historique, si j'ose dire ? Alors, pas une très grande différence. Alors, je vais vous faire rire, mais j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps dans l'histoire de la médecine et j'ai dû acquérir un vocabulaire que je n'avais pas, le vocabulaire de la médecine, qui plus est de l'entre-deux-guerres. J'imagine. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire l'historien qui va être au contact des procédures judiciaires va devoir acquérir un vocabulaire et un minimum de connaissances sur la façon dont se déroulent les procédures. Alors, la particularité de l'historien, c'est qu'il acquiert des connaissances sur les procédures telles qu'elles se font dans les années 1940, comme en 1980, voilà. Il est très polyvalent à cet égard, mais c'est quelque chose qui, dans le cas d'un historien de la Seconde Guerre mondiale en France, se fait aussi par, je dirais, acclimatation progressive, parce que nous utilisons beaucoup d'archives de justice, en réalité. Je dirais aussi bien pendant la période de l'occupation, vous savez, les cours spéciales, le tribunal d'État, et puis bien entendu pour la période de l'épuration, parce que les dossiers de la Haute Cour de justice, c'est-à-dire la juridiction qui a jugé Pétain et les anciens ministres de ces gouvernements, permettent aussi rétrospectivement de faire l'histoire du régime de Vichy. Donc voilà comment, de toute façon, l'historien de l'occupation en France, il est familier des archives de la police et de la justice. À quel moment, selon vous, la France a vraiment commencé à regarder en face sa responsabilité, je ne sais pas si je dois dire ça, je vais mettre des guillemets, mais bon, dans la Shoah? Oui, alors on va dire la part prise par le gouvernement et l'administration dans la mise en œuvre de la solution finale en France. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout un déni au début. Justement, la justice de l'épuration, elle n'évacue pas la question des persécutions antisémites. Simplement, elle la traite comme une persécution parmi d'autres dans les années 1940. Et devant les juridictions de l'épuration, je pense que ça va parler à nos auditeurs, il n'y a pas de partie civile. C'est une très grande différence avec ce que nous connaissons couramment maintenant. Mais par exemple, au procès de Nuremberg dont nous parlions tout à l'heure, les procureurs français sont entre autres ceux qui sont chargés d'évoquer les persécutions en Europe de l'Ouest. Et l'un d'entre eux, Edgar Faure, alors le nom dit peut-être encore quelque chose aux plus âgés d'entre nous, puisqu'il a été ministre, en particulier sous la 4e République, et je dirais c'était un personnage politique assez connu à cause de son gros cheveu sur la langue et sa calvitie totale. Voilà, il était à ce moment-là donc un jeune avocat général, et il va par exemple insister
sur l'aide apportée par le gouvernement français aux autorités d'occupation en France, y compris les SS, dans les rafles, les déportations. Et par parenthèse, il va aussi montrer au tribunal de Nuremberg une pièce qui sera déterminante lors du procès Barbie. C'est le téléx. Alors un téléx, c'est comme un genre de télégramme par téléphone, voilà, avec des petites bandes de papier où Klaus Barbie, qui dirigeait le service de la Gestapo pour la région de Lyon, occupé à traquer les résistants, les communistes et les juifs. Donc, dans ce téléx, il raconte l'opération contre les enfants de la colonie d'Isieux. Donc, les 44 enfants et leurs animateurs qui ont été arrêtés pour être déportés. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est pas quelque chose qui est nié, mais ce n'est pas central. Et il faut vraiment le temps de la recherche historique, de l'ouverture des archives, bien entendu le rôle de Serge Klarsfeld dans l'exposition de la place prise par le gouvernement et l'administration française a été déterminant parce qu'aussi il a montré beaucoup de documents. Voilà. Et donc, en fait, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui va cheminer dans la communauté historienne au long des années 1970 et 1980, jusqu'à s'imposer dans l'espace public grâce à la déclaration de Jacques Chirac, président de la République, en 1995, qui, à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, va dire « Et ce jour-là, la France commettait l'irréparable ». Voilà. Alors, j'aime mieux dire le gouvernement français et l'administration française. Je suis d'accord avec vous. J'ai reçu Laurent Joly il y a quelques jours sur son livre « L'antisémitisme de bureau ». Et justement, on a discuté sur la notion de France, parce que le discours, c'était à quelques mètres du studio. Là. Oui, absolument, puisqu'on est juste à côté. Et en tout cas, vous voyez, je me suis rendu compte que, par exemple, Pierre Nora, donc l'historien des lieux de mémoire, mais qui est aussi un historien et un historien juif, a déclaré que les propos de Jacques Chirac avaient constitué un véritable soulagement pour lui. Parce que, au fond, non seulement les choses étaient dites, mais ça montrait que le travail des historiens avait porté ses fruits. Je comprends. Est-ce que c'est pas le procès Barbie qui est un tournant mémoriel, puisqu'on parlait de mémoire? Oui. C'est vraiment lui qui... Alors, absolument, c'est le premier. Oui. Alors, il arrive dans des circonstances avec, je dirais, des rebondissements assez extraordinaires, puisque cet homme était en fuite, il s'est réfugié en Amérique latine, il est même devenu un commandant de l'armée un colonel de l'armée bolivienne, et aussi l'homme de main de trafiquants d'armes et de drogue, puisque voilà, on ne se refait pas. Et il est extradé à la faveur du renversement de la dictature en Bolivie. C'est presque une surprise. On est au début des années 1980, donc il y a quand même déjà beaucoup d'années qui sont passées. Et est-ce que ça va être possible de le juger? Et donc, en plus, cet homme, Klaus Barbie, il nie être Klaus Barbie, l'ancien responsable de la Gestapo à Lyon. Il prétend s'appeler Klaus Altmann et avoir été enlevé de façon tout à fait injuste et indue. Et l'instruction va être une instruction hors norme, puisqu'elle va durer 3 ans, mais aussi mobiliser des archives anciennes, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont en vie, qui sont des témoins. Donc,
des procès-verbaux par centaines. Parce que Barbie a opéré dans différents pays européens, parce que ses victimes se sont éventuellement dispersées dans le monde après la guerre, la justice française va solliciter la justice dans d'autres pays, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Est, en Pologne, parce que nous sommes à une époque où, n'est-ce pas, le rideau de fer, il existe toujours. Voilà. Il y a un nombre de parties civiles qui est inusité, qui sont des victimes, des particuliers, qui sont également aussi des associations. Voilà. Et puis, il va y avoir cette très grande innovation aussi. Robert Badinter, qui vient d'entrer au Panthéon, est alors le ministre de la Justice et en 1985, il propose que ces procès exceptionnels pour l'histoire soient filmés en intégralité de façon à constituer des archives pour l'histoire. Il ne s'agit pas du tout, et d'ailleurs ça ne sera pas le cas, de montrer en direct, non, il y a pas de direct, les audiences. Il n'y a pas de retransmission, il n'y a même pas d'images qui sont montrées. Et c'est vraiment constitué pour l'histoire. Et alors c'est quelque chose qui, d'après Robert Badinter, lui étant adolescent en 1945, au moment du procès Pétain, il voit quelques images de ce procès aux actualités cinématographiques et il est frappé par l'arrivée surprise dans le tribunal de Pierre Laval, donc l'ancien chef du gouvernement de Vichy, et où Robert Badinter a eu l'impression de voir l'accusé Pétain se décomposer en voyant arriver le témoin Pierre Laval. Donc il se dit que voilà, ce serait important que des procès comme celui de Barbie soient documentés par des images. Alors je vous passe les discussions pour savoir si ça allait avoir une influence sur la cour et comment le dispositif se présenterait. Et alors, il faut que nous ayons bien conscience qu'au moment où le procès se tient en 1987, c'est filmé, je dirais, à l'ancienne. Oui, voilà. Et donc, en moins de 40 ans, il a fallu déjà changer 4 fois le support physique de ces films pour qu'ils restent utilisables. C'est une particularité assez problématique des archives audiovisuelles, effectivement, c'est cette instabilité matérielle qui oblige à les surveiller comme du lait sur le feu. On embrasse les futurs historiens, d'ailleurs. On ne sait pas comment ils feront avec les textos. Je suis bien d'accord avec vous, sans compter les mails, bien sûr, pour des raisons écologiques, on n'imprime pas. Exactement. Est-ce que ça veut dire que les images ont été retouchées à chaque fois pour qu'elles puissent être de meilleure qualité ? Alors, non. On ne travaille pas du tout sur les masters. Alors, parce que là, il peut y avoir manipulation. Absolument. Non, l'idée, ça a été vraiment de sauvegarder c'est uniquement les images de l'un à l'autre, mais pour qu'on puisse continuer à les lire, si je puis m'expliquer ainsi. Voilà, tel quel. Mais après, dans le cadre des documentaires de France Télévisions, l'INA a fait un travail, je dirais, d'amélioration de l'image. D'accord. Voilà. Ok, je comprends. Klaus Barbie est allemand, Touvier et Papon sont français. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il y a oui, dans l'approche absolument, ça change beaucoup de choses. Déjà, c'est plus facile en France de faire admettre qu'on va juger un Allemand pour ce qu'il a fait en France pendant la période de l'occupation. Et alors, j'ai beaucoup dit qu'il y avait des problèmes de définition, mais ça va se poser au cours de la procédure préparatoire contre Barbie. Bien sûr, si je vous dis Klaus Barbie, vous pensez Jean Moulin.
Évidemment. Or, le cas de Jean Moulin n'est pas du tout évoqué dans le procès. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un crime de guerre. Voilà. D'accord. Au fond, on fait la différence, en fait. Absolument. Bien sûr. Jean Moulin, il a été torturé, voire tué. Bon, c'est une autre histoire. Voilà. Parce qu'il était un ennemi. C'est ça. Voilà. Un combattant de la résistance, mais un combattant. Donc, c'est un crime de guerre, il est prescrit. Et au contraire, ce qui n'est pas prescrit, ce sont les crimes contre l'humanité. Mais à ce moment-là de l'établissement du droit en France, on va dire qu'on va limiter le crime contre l'humanité au contexte de la Seconde Guerre mondiale et au contexte du nazisme. Donc, on va dire que c'est quand on s'en prend à des populations ou à des personnes pour des raisons religieuses, politiques, dans le contexte d'un plan d'hégémonie idéologique. D'accord. Voilà. Et j'insiste parce que ça aura une importance pour Touvier. Oui. Donc, bien que Barbie et son avocat, le célèbre Jacques Vergès, menacent de dynamiter l'histoire de la résistance si le procès a lieu, le procès commence non sans inquiétude, mais avec beaucoup de curiosité, une passion. Et les gens pensent que c'est le premier procès pour crime contre l'humanité en France. Ça, c'est vrai, mais que ce sera sans doute le seul. D'où un intérêt multiplié par 100 ou multiplié par 1000. N'ayant pas réussi à dynamiter l'histoire de la résistance, Barbie et son avocat essayent de dynamiter le procès lui-même. C'est-à-dire que Klaus Barbie, après avoir nié être Klaus Barbie, refuse de comparaître au procès. Ça suscite une grande crainte que, du coup, ça ne soit pas très intéressant, si je peux y dire les choses aussi trivialement. Et en même temps, parce que nous sommes une démocratie et parce que nous sommes un État de droit, et après tout, c'est notre force, eh bien, on ne peut pas obliger l'accusé à comparaître. Or, le paradoxe de ça, c'est que, de ce fait, le procès va donner toute leur place aux témoins, puisque l'accusé n'est pas là, son avocat a moins d'occasion d'intervenir, et donc les témoins viennent, ils sont encore en vie après 40 ans pour certains d'entre eux, et ils racontent ce que Barbie a fait, ce que Barbie leur a fait, ce qu'ils l'ont vu faire, voilà. Et ce sont des moments, et ça c'est vraiment très significatif dans les documentaires, qui sont absolument bouleversants, humainement, mais qui aussi vraiment, je dirais, nous transportent sur le moment dans l'histoire. Et ce sont des moments très, très, très forts et déterminants. Effectivement, il va y avoir un stade du procès où Barbie va être obligée de revenir pour des raisons de procédure, mais je dirais la messe est dite. Effectivement. À ce moment-là. Dans un livre qui s'appelle L'industrie de l'Holocauste, écrit par un Américain, juif américain, il racontait que sa famille, jusque dans les années 75, qui avait été déportée, certains étaient revenus, n'en parlait absolument pas. Et ne revendiquait absolument rien. Et ne voulait pas revendiquer. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que on a ouvert les yeux dans les années 80, 90 ? Oui, probablement. Alors, je suis historienne, je ne suis pas psychologue, mais je pense que chacun d'entre nous ayant vécu au cours de sa vie des événements, alors traumatisants à une bien moindre échelle, mais quand même, est bien conscient qu'il peut y avoir une sorte de culpabilité du survivant, que le survivant n'a pas forcément envie de s'appesantir sur ce qui lui est arrivé. Et des déportés, je ne dirais pas tous, mais des déportés estimaient
qu'on on ne les croirait pas s'ils racontaient l'horreur qu'ils avaient vécue ou dont ils avaient été témoins. Par ailleurs, pour le cas de la France, la communauté juive était assez soucieuse de ne pas se démarquer des autres Français. Et effectivement, je dirais, de faire valoir ses droits au même titre que d'autres Français. Bon, ça a l'air complètement fou si je raconte ça maintenant, mais il y a des historiens qui ont travaillé et documenté le fait que les Juifs qui sont rentrés de déportation ont trouvé leur appartement reloué à d'autres personnes et n'ont pas toujours pu faire valoir leurs droits pour récupérer leurs affaires, pour ne rien dire du logement. Effectivement. Donc, je dirais les gens sont aux prises avec la nécessité de reconstruire leur vie, avec des impératifs matériels et les traumatismes psychologiques. Puis arrivent les années 80 et ce sont peut-être les enfants qui vont... qui vont commencer à poser des questions. Voilà. Et puis, par exemple, pour en revenir au procès Barbie, on va dire à ces témoins, c'est vraiment important que vous veniez parler, et même si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, on sait très bien que ça va être dur, que c'est un effort, mais c'est important. Et d'ailleurs, on va assister à une scène particulièrement bouleversante, puisque vient témoigner la seule survivante de la rafle d'Isieux. C'était alors une jeune fille qui était animatrice de cette colonie pour enfants. Elle est maintenant... une dame d'un âge certain. À ce moment-là. Voilà, au moment du procès Barbie. Et on lui demande de raconter et elle en est incapable. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à faire une phrase cohérente. Voilà. Et au fond, elle montre, je dirais, l'innommable. Voilà. Ça ne peut pas être décrit. Et ça fait écho à autre chose dont nous n'avons pas parlé, c'est le procès d'Eichmann qui s'est déroulé à Jérusalem en 1961, où l'un des témoins s'était évanoui à la barre en essayant de raconter ce qui lui était arrivé. Le procès Touvier, pour changer, qui va suivre, montre à ce moment-là une France en quête de repères moraux. On est dans les années 90. Oui. Est-ce qu'on peut parler de procès catholique autant que procès judiciaire ? Alors, c'est un procès sur fond de scandale au pluriel. Oui, c'est ça. Donc, Touvier a dirigé le service de renseignement de la milice pour la région de Lyon en 1943-1944. Il a à son actif de nombreuses arrestations, beaucoup de vols et d'extorsions de fonds, et l'assassinat de 7 hommes juifs à Rieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon, en représailles de l'attentat commis par un commando de résistants contre Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information du gouvernement de Vichy et surtout milicien lui-même. Et Touvier a la particularité de s'être dérobé à la justice en se cachant à partir de l'été 1944. Il a été condamné 2 fois par contumace en 1946 et 1947. Ça veut dire qu'il a été condamné à mort en son absence lors des procès. Et il a bénéficié donc dans les années 1960 de cette fameuse prescription des 20 ans, jusqu'à ce qu'en 1972, on s'avise qui pourrait être poursuivi pour crime contre l'humanité, en particulier pour l'affaire de Rieux-la-Pape, qu'il y ait des parties civiles qui déposent plainte
et que très difficilement une procédure se met en place. Mais pendant ce temps-là, il a entamé une nouvelle cavale qui va durer jusqu'en 1989, avec, pour cette nouvelle cavale, l'aide de milieux catholiques intégristes. Mais son premier temps de vie caché avait été aidé et abondamment été aidé par des ecclésiastiques, je dirais de l'Église régulière. Et quand tout ça est révélé lors de son arrestation en 1989, s'ensuit un énorme scandale. Au fond, l'Église catholique s'est-elle rendue complice de criminels, voire de criminels contre l'humanité. Et ça donnera lieu à un rapport d'historien qui est demandé par Monseigneur de Courtrai, le cardinal évêque de Lyon, qui ouvre les archives de l'Église à ce moment-là. Donc, il y a eu plein de rebondissements de procédures, dont un non-lieu général en 1992 qui a créé un nouveau scandale qui a été surmonté par la Cour de cassation. Et finalement, le procès s'ouvre en 1994 et tout à chacun découvre Touvier, qui est un homme qui s'est caché pendant 50 ans. Voilà. Quand on se cache, c'est qu'on n'a pas les idées très claires, la conscience très claire. Alors, lui dit toujours que, voilà, il est la victime d'un acharnement. Voilà. Mais donc, c'est la découverte d'un petit homme qui paraît acéphalo, qui va... Alors, Barbie ne parlait pas du tout, lui, il parle assez peu aussi. Et quand il commence à être en difficulté du fait des interrogatoires du président de la cour d'assises, il a tendance à dire « Ah, je suis fatigué, je ne me rappelle pas. » Voilà. C'est un procès qui est le procès d'un second couteau. C'est ça. Effectivement, mais qui est important parce que la milice... Elle avait pris une place croissante dans le gouvernement de Vichy, en particulier en 1944. Et donc, ça va être la première fois, par exemple, que dans un procès, des historiens vont être appelés comme témoins, témoins de quelque chose dont ils ne sont pas les témoins, puisqu'ils n'y étaient pas, mais pour donner à la Cour les éléments du contexte et les explications nécessaires pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais dans quel cadre les choses se sont passées. Ça, je l'ai appris dans votre livre, je ne savais pas du tout. Oui, et voilà, c'était une grande première, évidemment contestée par les avocats de la défense, c'est absolument logique. Oui, tout à fait. Et donc là, j'ai dit tout à l'heure, on pensait que le procès Barbie serait non seulement le premier, mais le seul procès pour crime contre l'humanité en France. Là, c'est le second, mais on dit que c'est le seul qui va avoir un Français comme accusé. Et ça y est, toute la lumière va être faite sur le régime de Vichy. Mais non, puisque à peine Touvier est-il condamné que des manifestants sont devant le tribunal avec des pancartes qui disent Touvier c'est fait, maintenant Papon. Exact, parce qu'il y a eu un article de Libération qui est sorti. Ça, je crois que c'est Libération. Non, c'est pas Libération, c'est le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. Pardon, le Canard enchaîné, c'est ça. Voilà. Papon était ministre. Papon était ministre. Alors, nous sommes en 1981. C'est ça. Nous sommes en 1980. Nous allons parler de faits qui ont été commis entre 1942 et 1944. Et le procès se déroulera en 1997 et 1998. C'est pas neutre. Non, voilà. Donc, c'est du temps long quand même. En 1980, entre les deux tours de l'élection présidentielle qui mettent aux prises
Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Le Canard enchaîné publie des documents qui montrent que l'actuel ministre du Budget, Maurice Papon, donc de Giscard d'Estaing, voilà, qui était secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944, a organisé des rafles et des convois pour déportation d'à peu près 1700 juifs de la région bordelaise. C'est ainsi que commence l'affaire Papon. Et donc, à nouveau, je vais vous faire la grâce des rebondissements de la procédure judiciaire qui explique aussi la longueur de l'ensemble de l'affaire. C'est pas seulement une question de, de volonté politique voulant empêcher. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il va y avoir une annulation totale de la procédure en cours de route. Enfin, voilà. C'est très compliqué. Et alors, cette fois, ce n'est pas un milicien, n'est-ce pas? C'est un haut fonctionnaire. Un secrétaire général de préfecture, c'est le numéro 2 derrière le préfet. Et en plus, à cette époque-là, il s'agit d'une préfecture régionale. Ce n'est pas juste le département de la Gironde, c'est toute cette zone qui, je le précise, est en zone occupée à ce moment-là. Et donc, là, alors ce qui va être montré sur des écrans géants dans la salle du tribunal pendant le procès, ce sont les documents signés de Maurice Papon qui donne des consignes à la gendarmerie. Ils sont reproduits dans le livre. Voilà, pour opérer les arrestations, pour encadrer le chargement dans les trains, excusez-moi d'être aussi trivial, des personnes arrêtées en partance pour Drancy. Et donc, il y a toute une discussion sur quelle est la part de responsabilité de ce haut fonctionnaire dans ses décisions et ses actes administratifs et savait-il vers quel destin, en clair l'extermination, partaient ces déportés. Voilà. J'ajoute que cette procédure, elle a été allongée par le fait qu'au cours de cette procédure ont été mis en accusation d'autres personnes. Notamment le préfet. Voilà, notamment son préfet, qui est décédé entre-temps, René Bousquet, qui était le secrétaire général de la police et donc en quelque sorte le supérieur plus de Papon dans le cadre de ces opérations. Aussi un autre haut fonctionnaire qui était en poste à Paris. Et donc tout ça est venu se croiser. Alors à la différence de Barbie et Touvier, Papon ne se tait pas du tout pendant son procès. Il est très combatif. Il met à profit, je dirais, son expérience d'homme public, d'homme politique, de haut fonctionnaire pour débattre et essayer de se défendre très efficacement. Il met en particulier en avant les services qu'il a rendus à la résistance, qui va créer aussi, je dirais, une sorte de traumatisme et de... Il y a presque des camps qui se dessinent. Parce que certains ont plaidé pour lui, en fait. Absolument. Il était assez proche de De Gaulle, enfin proche. En tout cas, il avait été préfet de police de Paris quand De Gaulle était président de la République dans les années 1960. Et il est défendu par des anciens résistants ou des anciens de la France libre, y compris assez prestigieux. Il est préfet au moment de l'affaire de la manifestation des Algériens. Oui, tout à fait. Il est en 1961 le préfet de police lorsque des Algériens sont jetés à la Seine et noyés au cours d'une manifestation. Et donc, cela explique aussi, je dirais, entre la complexité administrative, la complexité procédurale,
toute la carrière de Papon qu'il faut raconter lors du procès, ses ennuis de santé, le fait qu'il perd sa femme pendant le procès. Bon, ça explique que ce procès ait duré 6 mois. Et là, bon, il y a tellement de temps de passé qu'il n'y a plus vraiment de témoins victimes. Et ce sont souvent les descendants, les gens de la famille, les enfants qui viennent témoigner de ce qu'a été leur vie durant ces moments d'angoisse où ils étaient traqués et après l'arrestation et la déportation de leurs parents. Et c'est l'avènement de ce que nous connaissons maintenant sous le terme d'enfants cachés. D'accord. Effectivement, ces enfants qui ont été mis plus ou moins durablement à l'abri parce qu'ils étaient des enfants juifs et dont leurs parents se sont séparés, contraints et forcés pour les protéger ou après leur arrestation. Et l'un des plus célèbres, c'est Boris Cyrulnik, le psychiatre très connu, qui avait 6 ans quand il a été arrêté, lui tout seul, petit garçon de 6 ans, et qui s'est, sur un coup de toupet extraordinaire, évadé de la synagogue de Bordeaux où il était retenu. Et donc ça aussi, ça constitue des moments qui sont très forts et très signifiants dans ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la transmission de la mémoire à l'intérieur des familles et aussi à l'intérieur de la société, effectivement. Pour Papon, vous évoquez un crime de bureau. Est-ce que c'est le procès d'un homme ou celui d'un système administratif? Alors, ou les deux? C'est les deux, mon général. Forcément les deux. Voilà. Mais oui. Il y avait un service des questions juives à la préfecture qui était le service qui recensait les juifs, tenait les listes à jour, y compris les listes d'adresses où se trouvaient les gens. J'ai parlé des enfants à propos de Boris Cyrulnik. Donc, lors de la première rafle en juillet 1942, les Allemands ne demandent pas les enfants. Les enfants ne sont donc pas arrêtés et, je dirais, ils sont répartis chez des gens de bonne volonté ou dans des institutions, etc. Et bien entendu, on note où ils sont. Et le service de la préfecture garde ces adresses et ensuite va utiliser ces adresses pour aller arrêter ses enfants. Et avec un zèle qui est là manifesté par des documents, justement, un des documents qui est à la fois le plus anecdotique et le plus atroce de mon point de vue, c'est la note de taxi, puisqu'on envoie des policiers dans un taxi faire tout un circuit dans la région, 170 km, pour aller récupérer un enfant ici, un autre là, etc. Bon, si ça, c'est pas de l'acharnement... Oui, on est d'accord. Voilà, rien n'est de l'acharnement. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pensez, pour finir, enfin pas pour finir, parce que j'ai encore deux petites questions, que les jeunes générations peuvent se sentir encore concernées aujourd'hui par ces débats-là? Alors, oui, je crois que vous y avez fait allusion au début de notre entretien. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre? Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? Quand on est en responsabilité, que doit-on faire? Donc, bien entendu que c'est absolument passionnant, je dirais, en théorie, mais c'est aussi très passionnant d'écouter les personnes qui ont été victimes de ces crimes, avec les répercussions que ça a sur le temps long aussi. Bien entendu. Quand on voit que le président Macron, avant qu'il soit président d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, il était en Algérie, c'était en 2017, et il parle de crimes contre l'humanité, la présence française en Algérie. Est-ce que justement ça vient pas dévoyer le crime? Oui, il y a une contagion parce que voilà, ça, comme ça paraît le top du crime,
Voilà, on a tendance, quand on veut exprimer réprobation, indignation, condamnation, à recourir à cette notion, comme si le crime de guerre ou le crime tout court, ce n'était pas déjà, voilà, ce n'était pas déjà un crime. Je dirais effectivement, comme c'est le seul crime qui est assorti d'imprescriptibilité, effectivement, eh bien, ça lui donne un statut à part. Ouais. Et on entend encore aujourd'hui que certains, on va dire, responsables politiques veulent traduire Poutine pour crime contre l'humanité, ou Netanyahou. Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas dû arrêter les crimes contre l'humanité alors qu'il ne reste plus personne, en fait? Alors, ça peut durer 3 heures, cette question. Mais... Non, mais malheureusement, les crimes contre l'humanité ne se sont pas arrêtés avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a la Yougoslavie, d'ailleurs. Il y a eu la Yougoslavie, il y a eu le Rwanda. Le Rwanda, c'est vrai. Voilà. Donc, question idiote de ma part. Non, pas du tout question idiote. Il y a des crimes contre l'humanité qui continuent à se dérouler en France. Par exemple, il y en a eu à propos du Rwanda quand les accusés étaient en France, ou s'il y a des personnes qui ont une nationalité française qui sont concernées. Bon, c'est beaucoup dossier, la Cour pénale internationale, vous savez, qui gère maintenant ces affaires, hein, comme il y a eu pour Milosevic, effectivement, et la Yougoslavie, où la question, elle s'était posée à propos de la Bosnie, par exemple, où des gens avaient été tués, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là la purification ethnique, parce qu'ils étaient musulmans. Et ça fait écho puisque cette CPI, la Cour de La Haye, c'est elle qui détient les films du procès de Nuremberg, les archives filmées de Nuremberg. D'accord. Vous avez vu le film Nuremberg qui va sortir là? Non. Ah, on vous a pas... Moi, je travaille sur les vieilles versions des documentaires. Voilà, mais vous savez qu'il y en avait eu un très très beau de Frédéric Rossif dans les années 60 déjà. Exact, voilà. Effectivement. J'ai vu, c'est ma dernière question, sur, je crois que c'est sur Amazon, un film, une série en 5 épisodes sur l'affaire Mencken en Allemagne. Est-ce que ça vous parle, ça? Je crois que c'est Gabriel Mencken. Non. Non, alors, ça ne me parle pas, mais il faut que nous ayons bien présent à l'esprit que la justice allemande, quoi qu'on en pense, a continué ses investigations après la guerre, a incriminé des Allemands, a recherché des Allemands. C'est grâce à la justice allemande que Barbie, par exemple, a été identifié en Bolivie. Et ça tenait justement toujours à cette conversation sur est-ce qu'on peut être gracié, est-ce qu'on peut être amnistié pour ce genre de choses? Parce qu'il y avait des Allemands qui avaient été condamnés juste après la guerre, qui avaient purgé leur peine et qui revenaient en réclamant de réintégrer leur poste. Et donc, ça a joué aussi, effectivement, dans toute la réflexion autour des crimes contre l'humanité. Évidemment, il y a peu de temps, j'ai fait une émission sur l'affaire Paperclip, tous ces anciens nazis que les soviétiques et les américains ont récupérés. Il y aurait beaucoup de procès, en fait. Il y aurait dû y avoir beaucoup plus de procès. Oui. D'ailleurs, Barbie avait été récupérée par les services spéciaux américains qui l'ont protégée d'abord en Allemagne, puis quand les Français se sont fait trop insistants, qu'ils l'ont exfiltrée en Amérique latine. Et d'ailleurs, pendant l'instruction du procès Barbie, à ce moment-là, c'est Ronald Reagan qui est président des États-Unis et le département d'État
fait faire une enquête sur le rôle des services secrets américains dans cette histoire. Effectivement, je renvoie toutes et tous à cette émission, l'affaire Paperclip, qui est assez incroyable, qui est assez géniale aussi, évidemment. Bénédicte Verdèche-Chaignon, vous êtes formidable. Ce livre est formidable aussi. Crimes contre l'humanité, les procès Barbie, Touvier, Papon. Il y a tous les détails. Moi, je m'en souviens bien parce que j'avais 16 ans pour le procès Barbie. Alors, 16-17 ans, on prépare le bac, mais quand même, les profs nous en parlent. Alors... Oui. D'ailleurs, il y avait tellement de professeurs qui avaient demandé à ce que leurs élèves puissent assister à des audiences du procès Barbie qu'il avait fallu faire une sorte de tirage au sort pour savoir qui pourrait venir. Ça, c'est dingue. Je me souviens de ces époques-là, évidemment, bien sûr. Mais il faut lire ce livre parce qu'on apprend beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et je pensais en savoir pas mal à force d'interviewer beaucoup d'historiens et d'historiennes. Il n'y a pas beaucoup d'historiennes, d'ailleurs, sur cette période. C'est bien que vous soyez là, en tout cas. Merci beaucoup. Et je voudrais faire une émission sur Pétain. Qui est un sujet très touchy, extrêmement touchy. C'était ma dernière question d'ailleurs, je l'ai oublié. Est-ce que c'est pas difficile de faire un livre sur un tel personnage ? Alors, c'est compliqué. En fait, j'ai écrit la biographie de Pétain d'une manière très candide. C'est-à-dire que j'ai traité ce travail exactement comme un autre travail. D'accord. Je suis partie sans aucun autre a priori que ma curiosité. Et elle a rencontré celle des lecteurs. Parce que, je dirais, heureusement ou logiquement, ce qui anime maintenant la plupart de nos concitoyens, c'est la curiosité par rapport à ce parcours. Et juste, moi, j'ai la chance de pouvoir aller en archives et en bibliothèque pour trouver les réponses aux questions que nous nous posons tous. Parce que ça, c'est mon mantra personnel. C'est les réponses sont toujours dans les archives. Je suis d'accord, ce qui permet de répondre à certaines imbécilités parfois qu'on peut entendre ici ou là. Mais écoutez, j'aimerais bien qu'on fasse cette émission ensemble. Avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez, maintenant vous connaissez le chemin. Merci beaucoup en tout cas.